L'Europe. L'Europe. À quelques mois d'élections européennes capitales, tout le monde a ce mot à la bouche. Mais de quoi parle-t-on? De la machine technocratique de Bruxelles? Simple syndicat d'intérêt économique perdu dans le village global? D'un appendice vassalisé? Sans territoire? Sans histoire? Sans puissance? Certainement pas. L'Institut Iliade, qui va fêter ses 10 ans, vous invite au contraire à vous abreuver à la source pérenne, celle de notre civilisation plurimillénaire, l'Europe. L'Europe de nos pères, qui sera, si nous le voulons bien, l'Europe de nos enfants. Pour cela, il faut des Européens debout. Debout dans la tempête quand nos libertés sont bafouées. Debout dans la tempête quand notre identité est niée. Le 6 avril prochain, nous serons près de 1500 personnes dans le cadre prestigieux de la Maison de la Chimie à Paris. Je vous donne rendez-vous à ce grand moment d'intelligence et de convivialité. C'est le nôtre, c'est le vôtre. Inscription sur institut-iliade.com. Mon invité pour ce Zoom est Lucas Proutot. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Califor et vous êtes spécialisé dans la légitime défense contre les cambrioleurs. Puis vous êtes aussi consultant en sûreté contre le phénomène des homejacking, c'est-à-dire des cambriolages dans des domiciles en présence des occupants. Et une augmentation de ce type de cambriolage est avérée puisqu'il y a une augmentation officielle de plus de 8% en un an. Lucas Proutot, je suis obligé aussi, et c'est nécessaire d'indiquer à nos téléspectateurs que TVL n'a aucun lien commercial ou de partenariat avec la société Califor. Vita, Piège, Nico Aliagas, Anne-Sophie Lapix, ces dernières semaines, de nombreuses personnalités, mais aussi des anonymes, ont été victimes de homejacking. La presse s'est emparée du sujet, mais pourtant le phénomène n'est pas nouveau en soi. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'était même les anciens braqueurs de banques, etc. Souvent, allaient saucissonner un chef d'entreprise, que ce soit un patron de boîte de BTP, etc. C'était courant même dans les années 90-2000, tout à fait. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a un peu un effet loupe, étant donné que ça touche des personnalités qui sont médiatiques, qui par définition ont les moyens et les relais pour pouvoir s'exprimer. Donc effectivement, on en parle plus ou moins dans tous les médias. Alors, comment expliquer cette explosion? On le voit, une augmentation importante de ces homejacking en France, donc ces cambriolages dans des domiciles en présence des occupants. Certains affirment que les cambrioleurs s'en prennent aux personnes ou célébrités surexposées sur les réseaux sociaux ou ayant des signes extérieurs de richesse. Est-ce que c'est une explication? Alors, ce que cherche avant tout le cambrioleur, le homejacker, en fait, ce sont des braqueurs en réalité, qui ont simplement opéré une mutation, on va dire, du braquage de commerce à finalement aller chercher le propriétaire directement chez lui. Ce que va chercher ce braqueur, il va chercher un potentiel économique ou alors un indice de faiblesse. C'est la raison pour laquelle on trouve les homejacking concernent avant tout les chefs d'entreprise et les personnes âgées. Le cas, effectivement, des célébrités, après, avec le recul qu'on a maintenant depuis quelques mois, on s'aperçoit certainement que ce sont des fichiers qui tournent, certainement issus de piratage informatique, piratage de données issues de photos qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Ces données sont mises à disposition sur le Darknet, qui sont rachetées après effectivement, et envoyées auprès d'exécutants qui, semble-t-il, sont recrutés sur Telegram. En tout cas, c'est ce qui est ressorti assez récemment dans la presse. Donc là, on est sur un phénomène de banditisme de cité, qui, au lieu d'abraquer un commerce du coin, va plutôt s'orienter pour chercher un influenceur, une personnalité des médias. Mais sinon, le cambriolage, enfin le homejacking classique, qui général en France, là c'est vraiment avant tout les chefs d'entreprise, les artisans, les personnes qui travaillent sur les marchés et beaucoup les personnes âgées. Quand vous dites qu'on ne s'en prend plus au commerce, l'explication c'est parce qu'il n'y a plus de liquidité. En fait, il n'y a plus de braquage de banque parce qu'il n'y a plus de liquidité dans les banques. Exactement. En fait, c'est plusieurs phénomènes. C'est que, le trafic de stupes est saturé. Donc pour se faire une place, ça demande soit un certain niveau de violence, soit une mise de départ, soit on est carrément exclu. Le braquage de banque, vous avez compris que c'est même plus la peine d'y penser. Le braquage de commerce, il y a de moins en moins d'espèces. La cybercriminalité, ça demande quand même une certaine barrière à l'entrée, ça demande des compétences que le kidam moyen n'a pas forcément. Donc qu'est-ce qui reste? Fondamentalement, aller chercher le propriétaire directement et le mettre sous contrainte. Directement. Alors, la deuxième raison de ce mode de cambriolage tiendrait au fait, et c'est quand même un paradoxe, que nos compatriotes sont de plus en plus protégés, notamment par des systèmes de surveillance, caméras, détecteurs, contacteurs, etc. Et
Ben, ça expliquerait néanmoins le fait que ces homejacking se multiplient. Alors, justement, ça fait partie des troisième raisons, mais soyons très, très clairs sur les mots. Nos compatriotes sont surveillés. Quand on met en place de la télésurveillance ou de l'abonnement, c'est de la surveillance. Or, quand vous pour un exemple du quotidien, dans n'importe quel collège, il peut arriver qu'on se fasse racketter alors que vous avez un surveillant qui surveille la cour. Vous voyez, la surveillance n'est pas forcément la défense, donc, ou la protection, c'est deux choses bien différentes. Mais effectivement, pour des raisons marketing, le marketing, on va dire, des vendeurs de télésurveillance, d'alarme, etc., vont vous faire croire que parce que vous êtes surveillé, vous êtes protégé. Or, il n'en est rien. Le cambrioleur, lui, regarde avant tout le chronomètre. Or, effectivement, pour pouvoir faire un braquage à domicile de manière la plus discrète possible, l'idée, c'est de neutraliser ce service de télésurveillance. Or, ça demande des compétences qu'on peut déjà avoir dans les films. Donc, le mieux, c'est quoi? Ça reste finalement de prendre le propriétaire au moment où s'y attend le moins. Ça peut être lors de la rentrée des courses, ça peut être de se faire passer pour un faux livreur, un faux plombier, un faux service des eaux, et de prendre des gens donc par surprise, par ruse, et de les mettre sous contrainte. Et là, on a le champ libre parce qu'on peut totalement opérer, alors que le système est totalement désactivé en fait en réalité. Alors vous révélez ce chiffre, vous reprenez ce chiffre qui est quand même là aussi assez éclairant. Vous dites, en gros, la moitié des intrusions se font par l'entrée principale. Oui. Tout à fait. Alors, c'est un peu plus, ça dépend si c'est en appartement ou si c'est en maison, c'est un peu plus. Mais il y a un chiffre encore plus inquiétant. En 2019, 31% des cambriolages étaient tentés en présence des occupants. On est passé, 2021-2022, on est passé à 52%. Ça, c'est des sources enquête de vie et sécurité du gouvernement. Ce sont des données qui sont publiques. C'est-à-dire qu'un cambriolage sur deux, aujourd'hui, est tenté en présence de l'occupant. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des homejacking à chaque fois. Ça peut être très bien, vous êtes à l'étage en train de dormir, ils viennent la nuit, ils opèrent pendant que vous êtes là. Vous pouvez être dans le jardin et pendant ce temps-là, ils vont voler les vélos dans le garage, etc., etc. Mais de fait, et quand les gens sont là, par définition, le système d'alarme est désactivé, donc c'est assez facile de venir, de prendre, d'emporter et de repartir. Donc le risque de face à face n'a jamais été aussi grand. Et le besoin potentiellement d'user de la légitime défense n'a jamais été aussi nécessaire. Et on va en parler. Dans un contexte de montée incroyable de la sécurité dans notre pays, on a le sentiment que les citoyens sont quand même livrés de plus en plus à eux-mêmes. Et il y a des données surprenantes. Ce phénomène montre que les agresseurs sont, par exemple, de plus en plus jeunes. Alors c'est là où j'en perds mon latin. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans la thématique, lorsque j'ai rédigé des programmes de planification de sûreté en 2020, effectivement, on était historiquement, c'est-à-dire que ça avait été même repris à l'époque par monsieur Jérôme Pierrat, c'était vraiment un truc réalisé avant tout par les manouches ou certains braqueurs, on va dire, de haut vol. Aujourd'hui, on est face à des jeunes qui n'ont même pas 20 ans. Qui ont quand même pas 20 ans, qui osent aller au contact. Je prends l'exemple même d'Anne-Sophie Lapix. Ils sont allés quand même chez elle. Alors certes, ça a échoué. Ils n'avaient même pas 20 ans. Accessoirement, son mari, de mémoire, il est quand même directeur de Publicis. Donc, comment se fait-il que des petites frappes, entre guillemets, puissent oser avoir l'audace d'aller chez ces personnalités potentiellement importantes? Ça s'est presque jamais vu. Donc il y a une audace et surtout un mépris. Ce qui a changé aussi beaucoup, c'est qu'il y a un mépris, on va dire, de la vie humaine et de la personne. Avant, le homejacking, c'était vraiment, on arrivait chez le chef d'entreprise, on mettait l'arme de poing sur la table, on disait, bon, t'as une famille, t'as de l'argent, fais pas l'idiot. Et on raisonnait, on frappait pas forcément. C'était vraiment l'intimidation. Là, vraiment, on est vraiment sur des trucs, d'une violence et je dirais même d'une cruauté. Une cruauté sans nom, quoi. Et ça, c'est vraiment ça qui a changé. Et c'est ça qui aussi fait peur, parce qu'on se dit, on est pris à partie, mais cette fois-ci non plus seul, on l'est souvent des fois avec les membres de sa famille, avec ses enfants, c'est de plus en plus violent, et donc par définition, c'est de plus en plus traumatisant. Oui, en fait, souvent, parce que ces homejacking sont malheureusement, à part l'indication de l'adresse, etc., ils sont souvent mal préparés. Donc ils compensent leur impréparation par l'augmentation de violence. En fait, c'est ça. Avant, quand les homejackers, même les homejackers professionnels, avaient vraiment du renseignement, ils savaient quasiment systématiquement ce que la personne avait chez elle. Là, des fois, ils arrivent, ils pensent qu'il y a de l'argent alors qu'il n'y en a pas, etc. Ils sont mal préparés, donc ils compensent vraiment en étant d'autant plus violents. Et le but, c'est bien évidemment, c'est d'obtenir la soumission immédiate de la cible. C'est aussi simple que ça. Donc un énorme impact psychologique. Alors, tout à fait. La question la plus importante, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes là, c'est de savoir comment se protéger contre cette forme de cambriolage. Et tout d'abord, est-ce qu'on peut arguer en tout état de cause de la notion de légitime défense? Pour faire court, tu rentres chez moi, je te bute. Oui, ça c'est le côté caricatural. Alors déjà, la première étape, c'est déjà de ne pas les inviter à venir chez vous. Quand quelqu'un rentre chez vous et que vous devez utiliser la légitime défense, la question
à se poser après coup, bien sûr, c'est qu'est-ce qui l'a invité à venir chez moi. Ça peut être une exposition en ligne, ça peut être les enfants qui ont parlé à l'école. Moi, j'avais le cas d'un homejacking qui a très très mal tourné. La personne a dû carrément quitter le pays parce qu'effectivement, il avait acheté une nouvelle voiture. Le gamin en a parlé à des copains de classe, etc. C'est tombé dans les oreilles de certaines personnes, ils sont venus à 7, ils ont ligoté le papa, etc., etc. Donc, quelles sont les fuites, finalement, de votre niveau de vie, de votre train de vie, qui ont permis, effectivement, d'influencer ces voleurs. Alors, pour venir maintenant sur la légitime défense, le problème en France, c'est qu'on a, d'un point de vue technique, on a soit des alarmes qui se contentent uniquement de sonner, et de donner l'alerte, mais bon, quasiment personne ne bouge, et malheureusement, les forces de l'ordre manquent de moyens, elles arrivent souvent trop tard, ou alors on a le fusil de chasse. Mais il n'y a rien vraiment entre les deux. C'est la raison pour laquelle je propose des systèmes de défense à base de gaz lacrymogène, on en parlera. Mais tirer sur quelqu'un aujourd'hui en France, vous avez le droit de le faire. À partir du moment où c'est immédiat et proportionné. D'ailleurs, la loi fait la différence entre le jour et la nuit. La nuit, la légitime défense est beaucoup plus tolérée parce que la qualité de l'agression est considérée comme beaucoup plus pécamineuse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est simplement de ne pas se laisser emporter par ses passions, et lorsque le cambrioleur s'en va, et d'aller lui tirer dans le dos. Vous verrez que l'immense majorité des cas des personnes qui sont défendues, qui ont été incarcérées, si vous creusez un petit peu, c'est la personne qui, sous l'effet de la colère, est sortie et a tiré dans le dos lorsque les agresseurs partaient. Donc la loi est quand même bien faite. Chez eux. Oui, ils étaient je pense à ces commerçants, commerçant qui voit son commerce pillé et qui tire, et c'est lui qui part en prison. On fait la différence entre la légitime défense et faire sa propre justice. Quand on empêche, aujourd'hui la loi, elle est claire, elle permet de repousser un agresseur qui rentre dans votre domicile la nuit, quels que soient les moyens. Il ne s'agit pas de savoir si lui il a un couteau, vous avez une arme à feu. Vous avez le droit de le repousser de manière immédiate. La loi est prévue pour ça. Après, entre repousser l'agression et sortir et faire sa propre justice, il y a un monde aujourd'hui que la loi ne reconnaît pas. Clairement. Donc l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir, l'enjeu, et c'est l'enjeu auquel j'essaie de répondre, c'est comment finalement neutraliser les agresseurs sans avoir à leur faire face et sans avoir à user de moyens dits létaux. C'est clair. Vous me dites la première chose, premièrement, il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Vivons heureux, vivons cachés. On est joueur du PSG, on est en train de jouer le match, on sait qu'il y a de l'argent. Donc même s'il ne mettait pas sa voiture Ferrari sur les réseaux sociaux, on sait qu'il y a de l'argent. Bien sûr. Alors, outre les joueurs du PSG, si on analyse un petit peu, en fait, le homejacking, on va dire, de stars ou d'influenceurs, etc., ça va toucher une certaine classe sociale qui va très bien gagner sa vie, mais pas forcément suffisamment pour pouvoir se payer un service de protection rapprochée 24/24. Parce que je vous rassure, le grand patron du CAC 40, etc., n'a pas ce genre de problème, parce qu'il a un service de protection rapprochée. Or, quand vous avez une tranche 10, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros peut-être par mois, un garde du corps 24/24, ça coûte 10 000 euros par mois. Il en faut en général 2, peut-être 3. Donc on est une classe sociale aisée, on est une cible, mais on n'a pas forcément les moyens d'avoir d'avoir ce niveau de protection. Donc c'est là qu'intervient... C'est là qu'on voit Ayagas, Sophie Lapix, etc. C'est ce que vous évoquez. Par exemple, tout à fait. Ou même du chef d'entreprise plus classique. Même du chef d'entreprise, tout à fait, exactement. Et puis, il y a aussi la conscience de la cible, la conscience du risque. C'est que jusqu'à présent, vous le disiez tout à l'heure, on était quand même dans un état d'improvidence qui, vous payez des impôts, en contrepartie, l'État vous protège. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on continue à payer des impôts, mais malheureusement, l'État n'est plus forcément en moyen, pour des raisons politiques que je ne développerai pas forcément ici, n'est plus en moyen de nous protéger. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Et c'est une décision à prendre. En combien de temps on va continuer à se laisser faire? Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça. C'est vraiment le homejacking, le cambriolage aujourd'hui est généralisé parce que les gens ont un certain pessimisme. Ils disent, mais de toute façon, on peut rien faire, on a le droit de rien faire, j'ai rien à voler, et puis pourquoi ils viendront pas forcément chez moi? Vous voyez, c'est ce monde, entre guillemets, des bisounours. Comment est-ce qu'il appelait ça? Laurent Berton appelait ça la domestication, par exemple, du peuple français. C'est ça le vrai ennemi, en fait, aujourd'hui. C'est que le peuple est domestiqué à remettre sa défense à un tiers qui... On le voit tous les jours, ce tiers, en l'occurrence l'État, qui échoue tous les jours à nous protéger. Alors concrètement, on a bien compris la célébrité. On l'a compris aussi pour les personnes âgées, ça c'est important, c'est que bien évidemment on n'ouvre pas sa porte à personne, en fait dans la réalité. À personne. Déjà, on va commencer par éviter tout ce qui peut être ruse, c'est-à-dire par exemple les colis, on peut très bien les faire livrer en point relais plutôt que de le faire livrer systématiquement chez soi. Donc on sait par définition, en faisant ça, que tout livreur qui prétend venir chez nous
On sait déjà que ça peut être un faux livreur. Après, je propose aussi de faire de la redirection de courrier. Il y a possibilité, ça dépend après de votre niveau de risque, bien évidemment. Il y a possibilité de mettre des caméras à l'extérieur pour pouvoir faire un petit peu de reconnaissance avant d'ouvrir la porte, etc. Mais malheureusement, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on va devoir commencer à vivre comme des expatriés de notre propre pays. Vous savez, vous le savez peut-être, mais je vis une très grosse partie de l'année au Brésil. Je suis marié avec une Brésilienne et effectivement, là-bas, le chef d'entreprise, même l'artisan, etc., ne vit pas, entre guillemets, dans le meilleur des mondes, dans une espèce de rêve, de fantasme d'État-providence, comme on pourrait avoir chez nous. Et ces gens-là ont bien compris qu'à partir du moment où vous avez un petit peu d'argent, vous êtes une cible et que ça demande des routines, et je dirais même une hygiène de vie, une hygiène numérique, une certaine discrétion, qu'en France, on n'est pas encore prêt à avoir. Bon, pour indiquer le phénomène, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Alors, vous m'avez parlé des bons réflexes, bon, j'en ai bien pris acte. Par exemple, les portes blindées. J'ai vu Pascal Praud qui vous posait la question d'ailleurs en disant il faut des portes blindées, combien ça coûte une porte blindée, et en fait, est-ce qu'il faut des portes blindées? Bah oui, c'est super des portes blindées, mais là n'est pas la question. C'est qu'en fait, c'est ça le problème des acteurs maintenant dans la sécurité, c'est qu'ils partent toujours du principe du produit qu'ils ont à vendre. C'est-à-dire, moi je vous dis, je vends des alarmes lacrymo. Faut mettre une alarme lacrymo. Super. L'autre, il vend une porte blindée. Faut mettre une porte blindée. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on articule cette couche de matériel auprès d'un individu qui, lui, a décidé effectivement de prendre en main sa défense personnelle. Parce que de mettre juste une porte blindée, mais si on se fait prendre sous contrainte à la rentrée, lorsqu'on rentre des courses, ça sert à rien. Donc, on passe vraiment déjà de comment est-ce qu'on peut nettoyer son exposition en ligne. Ça, c'est déjà, je dirais, le préalable. Si c'est notre métier d'être exposé en ligne, dans ce cas-là, on va devoir prendre des services de protection qui vont avec. C'est toujours pareil. Et après, effectivement, différentes couches de protection. Je dirais commencer par l'éclairage, la protection extérieure, déjà détecter les intrus qui peuvent rentrer chez nous. Et après, mettre en place un protocole, on va dire, de réaction immédiate, au même titre qu'on pourrait avoir lorsqu'il y a un incendie. Lorsqu'il y a un incendie, on fait des fois les répétitions dans les écoles. La sirène sonne, ok, on va là, on reste en rang. Ben là, c'est le principe, c'est que si vous êtes détecté, si vous avez une détection extérieure des gens qui rentrent dans votre propriété, où c'est que je vais, qu'est-ce que j'ai prévu, est-ce que mentalement, est-ce que je suis préparé, est-ce que j'ai un système de défense, en l'occurrence celui-là qu'on parlera tout à l'heure, et dans le cas où je suis mis sous contrainte, est-ce que mentalement je suis préparé, comment est-ce que je parle à l'agresseur, parce qu'il y a une fois qu'on est mis sous contrainte, c'est pas, on parle pas à l'agresseur. Est-ce qu'on a quelque chose à lui donner? Je suggère par exemple d'avoir toujours 2 coffres. Un premier coffre, on pourra avoir une certaine somme qui correspond à votre niveau de vie. C'est sûr que si vous êtes Bernard Tapie, vous n'avez que 200 €, ça ne va pas le faire. Prenons l'exemple de Bernard Tapie, il est célèbre. Bernard Tapie n'avait rien à donner, c'est pour ça que ça s'est si mal passé. L'immense majorité même des homejacking qui tournent mal, c'est souvent lorsque les agresseurs ne trouvent pas ce qu'ils veulent, exactement. C'est ça. Donc l'idée, c'est quand même avoir ces barrières de détection, son système de défense, idéalement non létal, c'est clair, c'est ce que je préconise. Et dans le cas où on est mis sous contrainte, être mentalement préparé et avoir quelque chose pour satisfaire, pas non plus à leur faire gagner leur année, mais avoir quelque chose qui permet de satisfaire et que les voleurs se disent bon, on a ce qu'il faut, on dégage. C'est ça. Alors vous dites, et c'est bien normal, parce que vous êtes un commerçant. Oui, bien sûr. Vous dites, les gazeuses anti-agression, c'est la solution, pas plus que les portes blindées. Ah oui, mais tout à fait. En fait, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, aucune société au monde pourra vous promettre de les empêcher de rentrer. Ça, c'est clair, même porte blindée, etc. Par contre, avec la lacrymo, donc pour rappel, il s'agit d'insérer des gazeuses anti-agression, gaz CS, dans un dispositif qu'on peut activer par détection d'ouverture, détection de mouvement, ou alors une télécommande panique. Donc ce que je disais, c'est qu'aucune société au monde peut prétendre les empêcher de rentrer. Par contre, mon métier, c'est de les forcer à sortir. Et je vous garantis, quand vous prenez 1, 2 ou 3 gazeuses de gaz lacrymo dans le couloir, juste à l'entrée des chambres, c'est-à-dire vous restez dans votre zone de sécurité, vous appuyez sur la fonction panique, et que vous vous retrouvez dans un bain de gaz CS, ça calme. Si en plus, vous pouvez coupler ça avec des générateurs de brouillard de qualité bijouterie, éventuellement des stromboscopes 35 000 lumens par exemple, pour ceux qui ont les moyens et à qui ça correspond, je veux dire, c'est quand même nettement plus efficace. La question que je me suis posée, je ne dis pas que la solution est parfaite, mais qu'est-ce qu'on a entre l'alarme, qu'est-ce qu'on tente de sonner, et le fusil de chasse? Qu'est-ce qu'on a comme intermédiaire? On a de la chance, en France, on a un lobby de la lacrymogène, parce que la France est un très gros producteur de lacrymo, et c'est pas réservé uniquement aux gilets jaunes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ma réflexion, c'est de me dire, si les gilets jaunes méritaient de se faire gazer, comme ils l'ont vécu, que méritent les cambrioleurs?
C'est ça. Donc j'ai bien compris, vous dites c'est assez efficace et ça évite l'irréparable. L'irréparable, c'est de s'occuper de prendre une arme, parce qu'une arme, on n'a jamais la sécurité, l'assurance premièrement de réussir, bien sûr, de ne pas qu'elle soit retournée contre vous, et enfin, l'État peut se retourner aussi contre vous. Déjà, mais tout à fait, mais quand même ça marcherait, moi je suis moi-même tireur sportif, manipuler déjà une arme de poing en milieu clos, avec un ou plusieurs agresseurs, bonne chance. Ça nécessite encore une fois un entraînement spécifique, quand bien même vous serez dans le cadre de la loi, ce qui peut être le cas, mais ça demande un entraînement terrible. Et encore une fois, est-ce que l'homme est peut-être capable de le faire, mais est-ce que madame, qui parfois peut être seule la nuit, etc., est-ce qu'elle a cet entraînement? Non. Force est de constater que rester dans sa zone de sécurité, appuyer sur une télécommande et libérer le gaz dans le couloir, c'est quand même nettement plus facile et ça évite d'aller au contact. En plus, l'avantage, c'est que le gaz passe très mal les portes. Donc en fait, vous pouvez gazer le couloir et vous êtes très très peu impacté de votre zone de sécurité, quoi. Ah, la dernière question, elle est simple et elle est polémique forcément. Ça veut dire, bah oui, vous nous vendez tout cela, donc vous avez intérêt à augmenter la notion de risque des citoyens. Mais globalement, le nombre de hijacking en France en 2023, 515. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Non, mais tout à fait. Tout ça pour ça. Non, tout ça. Mais, très bonne question. En fait, aujourd'hui. Très mauvaise question, mais bonne. Oui, non, mais en fait, on m'invite pour parler effectivement des homejacking, qui est un vrai sujet, mais plutôt pour les personnes âgées et les chefs d'entreprise vraiment du quotidien. Là, je rejoins vraiment l'interview que vous avez fait avec M. Xavier Hofer, qui était une très très bonne interview où on assiste à un pillage généralisé. Mais l'immense majorité de mon activité aujourd'hui, c'est contre le cambriolage classique, pour les artisans qui se font voler leurs outils, les chantiers, les tireurs sportifs qui se font voler leurs armes, les personnes qui se font voler leurs motos, etc. Ils mettent ce dispositif lacrymogène avec un détecteur de mouvement ou d'ouverture et ça permet de réduire la durée de l'intrusion à moins de 15 secondes. Donc l'immense majorité, c'est ça. Maintenant, bien évidemment, que le côté télécommande panique, j'appuie sur le bouton, j'évite d'aller au contact et d'utiliser une arme, c'est vrai que ça plaît beaucoup. Il n'y en a peut-être que 515, et encore, ça c'est les sources officielles. Moi, ce que je vois dans les articles de presse, c'est beaucoup plus. Mais encore une fois, je n'ai pas davantage. On parle de quelques milliers, en fait. Plusieurs milliers maintenant, plus que ça. Bah, écoutez, c'est parfaitement clair. Merci, Lucas Proto, d'être venu nous parler concrètement des choses. Moi, je trouve que c'est bien à la fois d'évoquer ces questions de sécurité, ces questions de légitime défense, et les moyens de se protéger et non pas d'être surveillé. J'ai bien compris. Exactement. Merci de m'avoir reçu.